Mes parents ont annoncé que ma chambre d'amis allait devenir la chambre de bébé de ma sœur enceinte parce que les bébés ont plus besoin d'un foyer paisible que les femmes célibataires n'ont besoin de bureau. Quand un berceau a été livré à mon adresse, j'ai explosé. Je m'appelle Camille B. Dubois et j'ai 27 ans. Il y a 6 mois, j'ai acheté mon premier appartement, un modeste 3 pièces situé à 20 minutes de chez mes parents. Ce n'était pas immense. Ce n'était pas luxueux, et ce n'était certainement pas le genre d'endroit que les gens exhibent sur Internet avec des canapés blancs et des lampes dorées, mais c'était à moi. Chaque mètre carré de cet endroit était le fruit de nuits blanches, de plans annulés, d'heures supplémentaires et de ce genre de discipline silencieuse que personne dans ma famille ne semblait jamais remarquer. La deuxième chambre me servait de bureau et de chambre d'amis. Je travaillais comme ingénieur en informatique, et 3 jours par semaine, c'était dans cette pièce que je prenais mes appels, créais des systèmes, corrigeais des bugs et essayais de me convaincre que j'étais enfin devenu une adulte avec une vie que personne ne pouvait réorganiser sans me le demander. Il y avait un bureau près de la fenêtre, un petit canapé convertible contre le mur, 2 bibliothèques et une photo encadrée de moi le jour de la signature chez le notaire. J'avais l'air épuisé sur cette photo, mais fier. J'avais mérité cette pièce. Ma petite sœur, Chloé, avait 25 ans et était enceinte de 7 mois. Elle vivait toujours avec nos parents, Bernard et Françoise, dans la maison de 5 pièces où nous avions grandi. Chloé travaillait à temps partiel dans une crèche, et le père du bébé, Thomas, n'était plus dans le tableau. Du moins, c'est ce que Chloé disait toujours quand quelqu'un posait trop de questions. J'avais essayé d'être d'un grand soutien. Je l'emmenais à ses rendez-vous médicaux quand maman disait être trop fatiguée. Je l'aidais à porter les cartons des magasins de puériculture. Je lui envoyais de l'argent pour ses vêtements de grossesse. Je me réjouissais de devenir tata. Je n'avais tout simplement pas compris que ma famille m'avait déjà promu du statut de tata à celui de plan de logement gratuit. C'est arrivé pendant le repas du dimanche. Maman avait préparé un bœuf bourguignon, ce qui signifiait généralement qu'elle voulait tout le monde dans la même pièce avant d'annoncer quelque chose de gênant. J'aurais dû reconnaître les signes. Papa n'arrêtait pas de s'éclaircir la voix. Chloé n'arrêtait pas de me sourire avec cet air doux et rêveur qui me donnait des frissons. Maman a attendu que je prenne une gorgée d'eau avant de dire « Nous avons réfléchi à la situation de la chambre du bébé ». Je pensais qu'elle voulait dire qu'ils allaient enfin transformer leur propre chambre d'amis en chambre d'enfants. Leur maison comptait 4 chambres. Chloé y vivait déjà. La solution semblait si évidente que je n'ai même pas levé les yeux tout de suite. Puis maman a ajouté « Nous avons décidé que ta chambre d'amis serait parfaite ». Je me suis étouffé. Pardon ? Maman a continué à couper sa viande comme si elle venait de suggérer une course familiale tout à fait normale. Le bébé a besoin d'un espace paisible. Ton appartement est beaucoup plus calme que cette maison. Nous sommes si près de la route départementale ici, et toute cette circulation est terrible pour le sommeil d'un nouveau-né. Papa est intervenu avec sa voix sérieuse, celle qu'il utilisait quand il pensait que paraître calme rendait l'absurde raisonnable. Tu es au 3e étage. Fenêtre à double vitrage, meilleure lumière naturelle. C'est logique, Camille. Chloé a hoché la tête, rayonnante, comme si tout était déjà réglé. Et cette pièce a le soleil du matin. Ce serait si beau pour Juliette. J'ai posé ma fourchette. Cette pièce est mon bureau. Maman a balayé l'objection de la main. Tu peux travailler dans le salon. Les gens travaillent sur leur canapé tout le temps. J'ai répliqué, j'ai acheté un T3 parce que j'avais besoin d'un espace de travail dédié. Et maintenant ta famille a besoin de toi, a tranché maman. C'était la phrase typique. Celle qu'ils utilisaient chaque fois que la logique cessait de les aider. La famille a besoin de toi. Cela signifiait toujours que je devais renoncer à quelque chose. Cela ne signifiait jamais que les autres devaient en demander moins. La conversation a continué sans moi. Chloé a parlé de murs jaunes pâles parce que le jaune était doux et neutre. Maman a mentionné un berceau blanc qu'elle avait vu sur Internet. Papa a dit que mon bureau prenait de toute façon trop de place et pourrait probablement aller contre le mur du salon. Ils ont discuté de l'endroit où une table allongée pourrait tenir et si mon placard pouvait contenir des couches, des lingettes et des vêtements de rechange pour bébé. Je restais assise là, à écouter mon appartement se faire diviser en zones comme si j'étais morte et que je le leur avais légué. Attendez, ai-je fini par dire. Est-ce qu'on parle de Chloé qui viendrait parfois en visite avec le bébé, ou êtes-vous en train de dire qu'elle vivrait carrément là-bas?
Le regard qu'ils ont échangé m'a tout dit. Maman s'est penchée au-dessus de la table et a tapoté ma main. Pas y vivre exactement, juste y passer beaucoup de temps au début. Chloé aura besoin de paix pour se reposer et créer des liens avec son bébé. Tu es célibataire, ma chérie. Tu as de la flexibilité. Célibataire. Comme si ne pas être marié faisait de moi un garde-meuble public avec un pouls. Chloé m'a souri. Tu vas être une tata tellement incroyable. Je t'imagine déjà rentrer à la maison et m'aider pour les biberons. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé mes parents. Non, ça n'arrivera pas. Un froid a envahi la pièce. Le visage de maman s'est crispé. Ne sois pas égoïste, Camille. Papa a soupiré comme si je lui faisais honte. Les yeux de Chloé se sont instantanément remplis de larmes, une main pressée sur son ventre comme si ma limite personnelle avait physiquement blessé le bébé. Et c'est à ce moment précis que j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas venus pour me demander. Ils étaient venus pour m'annoncer la nouvelle. Le lundi matin, j'ai rédigé mon message avec soin car je croyais encore que des mots choisis pouvaient rendre des personnes déraisonnables raisonnables. Je me suis assise au comptoir de ma cuisine, mon café refroidissant à côté de moi, et j'ai tapé. Effacer. Retaper. Effacer à nouveau. Je ne voulais pas paraître en colère. Je ne voulais pas paraître cruel. Je savais exactement comment fonctionnait ma famille. Si je leur donnais une seule phrase un peu sèche, ils ignoreraient tous mes arguments valables et feraient un véritable procès d'intention sur mon ton. Finalement, je l'ai envoyé à maman, papa et Chloé, j'ai repensé à notre conversation au dîner. Je me réjouis d'être tata, et je veux soutenir Chloé et Juliette, mais mon appartement est mon domicile privé. Ma chambre d'amis doit rester mon bureau. Je veux bien vous aider à installer une chambre chez papa et maman, et je peux aider Chloé à chercher d'autres options si besoin, mais mon appartement n'en est pas une. Pendant 3 minutes, personne n'a répondu. Puis Chloé a appelé. Dès que j'ai décroché, elle pleurait déjà. Pas de petits pleurs discrets, mais des sanglots convulsifs, à bout de souffle. Le genre de pleurs qui me faisait culpabiliser avant même qu'elle ne prononce un mot. Je pensais que tu serais là pour moi, sanglotait-elle. Je pensais que Juliette aurait un endroit sûr. Je suppose que je me trompais. J'ai répondu, Chloé, j'essaie d'être là pour toi. Je te propose mon aide. Elle a rétorqué, non, tu proposes ce qui t'arrange. J'ai insisté, cette pièce est mon lieu de travail. Elle a crié, c'est un bébé, Camille. J'ai répondu, je sais que c'est un bébé. Elle a pleuré, elle se sent déjà indésirable. J'ai fermé les yeux. Elle n'est même pas encore née. Elle a répliqué, ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent pas le stress. Puis le texto de maman est arrivé pendant que Chloé pleurait encore dans mon oreille. Il était si long que mon téléphone a vibré à 3 reprises. Elle disait qu'elle était déçue de moi. Elle disait qu'elle m'avait élevé pour que je comprenne la notion de sacrifice. Elle disait que les femmes et les familles étaient censées se soutenir mutuellement. Elle disait que je laissais l'indépendance me rendre froide. Papa n'a envoyé qu'une seule phrase, je n'aurais jamais cru que ma fille deviendrait aussi égoïste. Celle-là a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. J'ai passé le reste de la journée à avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, même si je savais que ce n'était pas le cas. C'était le poison étrange lié au fait de grandir dans ma famille. Ils arrivaient à faire en sorte que le fait de se défendre ressemble à une trahison. Le mercredi après-midi, je pensais que la tempête était peut-être passée. Puis le gardien de mon immeuble m'a appelé. Bonjour Camille. Nous voulions juste confirmer que vous serez disponible vendredi entre 14h et 18h pour la livraison des meubles. J'ai froncé les sourcils devant l'écran de mon ordinateur. Quelle livraison de meubles? Il y a eu un silence. Un berceau, une table allongée et un fauteuil à bascule. Le bon de livraison indique meubles pour chambre de bébé. Mon sang n'a fait qu'un tour. Qui l'a commandé? Il a répondu, il semble que ce soit Françoise Dubois. Elle a indiqué votre numéro d'appartement et votre numéro de téléphone comme contact. J'ai raccroché et appelé maman immédiatement. Elle a répondu comme si elle s'y attendait. Oh, tant mieux, ils t'ont appelé. J'ai dit, tu as fait livrer des meubles de bébé à mon appartement. Elle a répondu, ne sois pas si dramatique. Nous t'aidons. J'ai rétorqué, je t'avais dit non. Elle a dit, tu avais dit que tu te sentais débordé.
On te soulage d'une tâche stressante. J'ai crié, non, maman. J'ai dit que mon appartement n'était pas disponible. Sa voix s'est durcie. Chloé pleure depuis 2 jours. Sais-tu ce que le stress fait à une grossesse? Veux-tu qu'il arrive quelque chose à ta nièce parce que tu es attaché à un bureau? J'ai fixé le mur, incapable de croire à quelle vitesse un bureau était devenu une menace pour un bébé. J'ai dit, j'annule la livraison. Elle a répliqué, tu ne feras rien de tel. J'ai répondu, j'ai déjà dit non. Elle a tonné, et moi je te dis que cette famille doit se serrer les coudes. Pour la première fois de ma vie, j'ai raccroché au nez de ma mère. Annuler la livraison m'a pris 3 appels. Le magasin de meubles avait l'air confus parce que maman leur avait apparemment dit que je préparais une chambre d'enfant chez moi. Une vendeuse m'a dit, votre mère a mentionné que vous attendiez un heureux événement. J'ai répondu, je n'attends rien du tout. C'est ma sœur qui est enceinte et elle ne vit pas avec moi. Il y a eu un silence si gênant que j'ai failli m'excuser auprès de cet inconnu pour la folie de ma famille. Le lendemain, Chloé m'a envoyé une photo par texto. Des échantillons de peinture, jaune doux, vert menthe, crème pâle, posés contre le mur de mon bureau. Pendant plusieurs secondes, je suis resté à fixer l'image, essayant de comprendre ce que je voyais. Puis j'ai réalisé que le coin de mon bureau était visible sur la photo. Mon bureau, mon appartement, ma porte verrouillée. Mes parents avaient toujours le double des clés que je leur avais données pour les urgences. J'ai quitté le travail plus tôt et j'ai conduit jusqu'à chez moi si vite que j'en avais mal aux mains à force de serrer le volant. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, j'ai entendu des voix venant de la 2e chambre. Maman, papa et Chloé étaient à l'intérieur de mon bureau. Papa prenait les mesures de la fenêtre. Maman tenait un carnet. Chloé était assise sur ma chaise de bureau, caressant son ventre et souriant au mur comme si elle était déjà chez elle. « Mais qu'est-ce que vous foutez ici ?» Papa s'est retourné lentement. « Surveille ton langage, Camille. » J'ai failli rire. Il se tenait à l'intérieur de mon appartement sans permission et corrigeait mon langage. Maman a soupiré. On ne fait que planifier. Personne n'abîme rien. J'ai dit, vous avez utilisé ma clé de secours. Elle a répondu, c'est à ça que servent les clés familiales. J'ai rétorqué, non, les clés de secours sont pour les urgences. Chloé s'est levée prudemment, le visage décomposé. Je voulais juste me réjouir de quelque chose. J'ai répondu, tu peux te réjouir ailleurs. Maman a poussé un cri étouffé comme si je l'avais giflé. La voix de papa s'est assombrie. Tu ferais bien de réfléchir très attentivement au genre de femme que tu es en train de devenir. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai tenue ouverte. Sortez. La dispute a été violente. Chloé a pleuré. Maman m'a traité de matérialiste. Papa a dit qu'il avait honte de moi. J'ai récupéré mon double des clés avant qu'ils ne partent et je leur ai dit que s'ils entraient à nouveau, j'appellerais la police. Ce soir-là, j'ai pris rendez-vous avec un serrurier. Dès le lendemain matin, Chloé avait posté sur les réseaux sociaux « Préparation de la petite chambre de Juliette chez Tata Camille ». Tellement reconnaissante que notre petite fille ait autant d'amour autour d'elle. En dessous, il y avait des cœurs, des félicitations et des commentaires sur la tante formidable que j'étais. Ils avaient transformé ma limite personnelle en une représentation théâtrale publique. J'ai compris alors qu'ils n'essayaient pas de me faire changer d'avis. Ils essayaient de rendre tout refus impossible. La baby shower a eu lieu 3 semaines plus tard, et je savais avant même de me garer que venir était une erreur. La maison de mes parents avait l'air joyeuse de l'extérieur. Des ballons roses et dorés étaient attachés à la rambarde du porche. Une banderole au-dessus de l'entrée disait « Bienvenue à la petite Juliette ». Des voitures remplissaient l'allée et bordaient le trottoir. Par la fenêtre du salon, je pouvais voir des membres de la famille porter des sacs cadeaux, rire, manger des petits fours, agissant comme s'il s'agissait d'une fête de famille normale et non du dernier champ de bataille d'une guerre que je n'avais jamais voulu. Je suis resté assise dans ma voiture pendant presque 5 minutes, les mains sur le volant. Une partie de moi voulait repartir. Une autre partie savait que si je partais, maman dirait à tout le monde que j'avais abandonné Chloé pour son grand jour. J'ai donc pris une grande inspiration, attrapé la carte cadeau que j'avais apportée, et je suis entré. Chloé rayonnait dans une robe bleu pâle, une main posée sur son ventre. Maman rôdait autour d'elle comme un directeur de campagne. Papa se tenait près du buffet,
accueillant la famille avec la fierté sérieuse d'un homme qui organise un événement important. À l'instant où je suis entré, le regard de maman a croisé le mien et son sourire semblait bien trop satisfait. « Camille » a-t-elle dit chaleureusement. Trop chaleureusement. « Tu es venue. » J'ai répondu, j'avais dit que je viendrais. Chloé m'a serré prudemment dans ses bras. « Attends un peu de voir ce qu'on a reçu. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui m'a noué l'estomac. Pendant la première heure, tout est resté juste assez normal pour que je me remette en question. Les cadeaux ont été ouverts. Les gens ont essayé de deviner le poids du bébé. Tante Sylvie a pleuré devant une minuscule paire de chaussettes. Ma cousine Céline s'est assise à côté de moi et a chuchoté des blagues, rendant la situation presque supportable. Puis Chloé a tapé dans ses mains. « J'ai une surprise pour tout le monde », a-t-elle annoncé. On a fait une petite vidéo. Maman a tamisé les lumières. Papa a connecté le téléphone de Chloé à la télévision. Le titre est apparu à l'écran, « Visite de la chambre de bébé Juliette ». Mon sang s'est glacé. La vidéo a commencé avec Chloé se tenant sur le pas de la porte de mon bureau. Mon bureau, sauf que ce n'était plus mon bureau. Les murs étaient vermantes. Mon grand bureau avait disparu. Le canapé convertible avait disparu. Les bibliothèques avaient disparu. Un berceau blanc se dressait près de la fenêtre, avec une parure de limotif éléphant et un petit mobile qui tournait au-dessus. Un fauteuil à bascule trônait dans le coin où se trouvait mon imprimante. Des étagères tapissaient le mur, remplis de couches, de couvertures pliées, de biberons, de lingettes et de minuscules vêtements classés par couleur. La voix de Chloé dans la vidéo était enjouée et fière, « Voici la petite chambre paisible de Juliette, chez Tata Camille. Nous sommes tellement bénis que Camille ait ouvert son cœur et sa maison pour nous. » La pièce a éclaté en exclamations attendries. « Oh, c'est adorable. Quel bel espace, Camille. C'est merveilleux de ta part. » Je ne pouvais plus bouger. La vidéo continuait. Chloé a ouvert mon placard, celui où je rangeais mes fournitures de bureau, mes notes de clients, mes écrans supplémentaires et mes dossiers d'impôts. Il était maintenant rempli de vêtements de bébé. « Et c'est ici que nous rangerons ces tenues », disait Chloé dans la vidéo. Tata Camille a été si attentionnée de faire de la place. Céline s'est penchée vers moi. « Camille », chuchota-t-elle, « tu étais au courant de ça ?» J'ai fait non de la tête. Son visage a changé. Sur l'écran, maman est apparue, souriant fièrement à côté du berceau. « Ça a demandé beaucoup de travail, mais on ferait tout pour la famille », a-t-elle déclaré. C'est à ce moment-là que je me suis levé. Quelques personnes m'ont regardé. La tête de maman s'est tournée d'un coup sec vers moi, un avertissement dans les yeux. Je suis sorti sur le porche et j'ai appelé la police. Ma voix semblait étrange quand j'ai expliqué la situation. Calme, presque trop calme. Ma famille s'était introduite dans mon appartement sans autorisation, avait modifié les serrures d'une manière ou d'une autre ou fait faire une copie de clé, déplacé mes affaires, repeint les murs et installé des meubles. L'opérateur m'a demandé si j'étais en sécurité. J'ai regardé par la fenêtre ma mère, qui souriait aux invités à côté d'un gâteau en forme de landau. Non, ai-je répondu. Pas vraiment. Quand je suis rentré à l'intérieur, maman m'a coincé dans la cuisine. Où étais-tu passé, a-t-elle sifflé. Chloé est sur le point de montrer le montage du berceau. J'ai répondu, vous êtes entré par effraction dans mon appartement, encore une fois. Maman a levé les yeux au ciel. N'utilise pas ce mot. J'ai dit, quel mot? Effraction? Elle a répondu, on a fait faire une clé pour des raisons pratiques. Pendant une seconde, j'ai oublié comment respirer. Vous avez fait faire une clé. Vous avez changé les serrures. Elle a rétorqué, comme si cela expliquait tout, comment était-on censé finir la chambre sinon? Je l'ai dévisagé. Il n'y avait aucune onde sur son visage. Aucune hésitation. Elle croyait sincèrement que ma résistance était le problème, et non sa violation de mon domicile. J'ai appelé la police, lui ai-je dit. La couleur a quitté ses joues. Puis Chloé a entendu. Les pleurs ont commencé immédiatement. Assez fort pour que le salon plonge dans le silence. Elle s'est agrippée le ventre et a dit que je gâchais sa fête. Papa m'a accusé d'humilier la famille. Les proches m'ont encerclé avec des questions avant même que je puisse répondre à une seule.
Je les ai regardés et j'ai demandé à Chloé pourquoi elle a redécoré un appartement qui ne lui appartient pas. Puis je suis parti. La police m'a rejointe à mon immeuble. Mon propriétaire est venu aussi, pâle et furieux parce qu'apparemment personne ne lui avait dit qu'une chambre d'enfant avait été installée dans un appartement loué à une femme seule. À l'intérieur, la transformation paraissait encore pire en vrai. Mon bureau avait été coincé de force dans le placard de ma chambre, rayé sur tout un côté. Mon écran était sous une pile de couvertures. Mes dossiers étaient pliés. De la peinture avait coulé sur le sol. Un éléphant en peluche trônait dans le berceau, comme si toute la pièce attendait un bébé à qui l'on avait promis un foyer que je n'avais jamais offert. Les policiers ont pris des photos. Ils ont pris ma déposition. Ils ont paru mal à l'aise quand je leur ai montré les textos où j'avais clairement dit non. L'un des agents a fini par dire « Vous devriez consulter un avocat ». Ce que j'ai fait. Le lendemain matin, mon propriétaire a rappelé. Mes parents l'avaient contacté pour lui demander d'ajouter Chloé sur mon bail parce qu'elle séjournerait régulièrement avec le bébé. Lorsqu'il a refusé, maman lui a dit qu'elle s'inquiétait pour ma santé mentale et que ma paranoïa me rendait hostile envers ma propre famille. C'est à ce moment-là que l'histoire a changé. Il ne s'agissait plus seulement d'une pièce. Ils essayaient de détruire ma crédibilité avant que je puisse récupérer mon logement. Chloé a perdu les os 2 jours après que j'ai engagé mon avocat. Je l'ai appris via un groupe WhatsApp familial dont j'avais apparemment été retiré, puis réintégré uniquement quand ils ont eu besoin de quelque chose. Maman a écrit, Chloé est à l'hôpital. Camille, assure-toi que la chambre est prête pour quand nous ramènerons Juliette à la maison. J'ai fixé le message alors que j'étais assise dans le bureau de mon avocat, Maître Antoine Leclerc, entouré de captures d'écran imprimées, de rapports de police, de bons de livraison et de photos de mon bureau détruit. Antoine a lu le message par-dessus mon épaule et a laissé échapper un petit rire sec. Ils sont très attachés à leur fantasme. J'ai répondu, ce fantasme, c'est mon appartement. Il a répliqué, plus pour longtemps. Juliette est née à 3h47 du matin. Papa a envoyé 15 photos, une vidéo, et un message disant, il est temps de prendre tes responsabilités et d'être la tante que cette famille t'a appris à être. Je suis quand même allé à l'hôpital le lendemain. J'ai apporté des fleurs et une carte cadeau. Parce que malgré tout, Chloé venait d'avoir un bébé et Juliette n'avait pas choisi tout ça. Pendant quelques minutes, l'atmosphère de la chambre semblait presque normale. Chloé avait l'air épuisée mais attendrie, tenant Juliette contre sa poitrine avec cette expression stupéfaite de jeune mère qui la faisait paraître encore plus jeune que ses 25 ans. Puis elle m'a regardé et a demandé, « Est-ce que tout est prêt chez toi ?» La tension est remontée en flèche. J'ai posé les fleurs sur la table. « Chloé, toi et Juliette n'allez pas emménager dans mon appartement. » Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. « Mais la chambre de bébé. » J'ai coupé, la chambre a été faite sans ma permission. Maman, qui froissait la couverture du bébé entre ses doigts, a relevé la tête brusquement. « Camille, ta sœur vient d'accoucher. Ce n'est pas le moment pour ton égoïsme. » J'ai répondu, non, c'est exactement le moment d'être clair. Papa s'est levé de la chaise près de la fenêtre. Baisse d'un ton. J'ai dit, ma voix est normale. Chloé a commencé à pleurer. Une infirmière est entrée 5 minutes plus tard et a demandé à tout le monde de se calmer. Je suis parti au bout de 10 minutes, tremblant tellement que j'ai failli faire tomber mes clés dans le parking souterrain. Les 3 jours suivants ont été une véritable tempête. Mes proches m'ont appelé la sans-cœur. Maman a laissé des messages vocaux disant que le stress de Chloé affectait sa capacité à allaiter. Chloé a posté sur les réseaux sociaux qu'elle était forcée de se retrouver à la rue avec un nouveau-né, alors qu'elle était assise dans le salon de mes parents. Des gens ont commenté avec des prières, de l'indignation, des conseils, et une femme que je connaissais à peine a écrit « Certaines sœurs ne pensent qu'à elles-mêmes ». Puis est venue la représentation théâtrale dans le couloir. Je suis rentré du travail vendredi soir et j'ai trouvé Chloé assise devant la porte de mon appartement avec Juliette dans un porte-bébé, 2 valises, un sac à langer et un public. Madame Mercier, ma voisine d'en face, se tenait à proximité, me foudroyant du regard comme si j'avais abandonné un bébé dans la neige. Chloé pleurait. Juliette pleurait. Le couloir sentait le lait maternisé et la pluie. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. Papa et maman m'ont mise à la porte, a sangloté Chloé. Les voisins murmuraient, ils ont dit que si tu refusais d'aider ta famille, ils ne pouvaient rien faire non plus.
J'ai compris instantanément. La mise en scène, les bagages, le timing, les témoins. C'était du théâtre. J'ai appelé papa. Il a décroché à la première sonnerie. Pourquoi Chloé est dans mon couloir en prétendant que tu l'as mise à la porte? Sa voix était d'un calme qui me mettait hors de moi. Tu as appris à cette famille que chacun doit gérer ses propres problèmes. J'entendais maman chuchoter en arrière-plan. Arrêtez la comédie, ai-je lancé. Elle vit avec vous. Il a répondu, plus maintenant, si elle n'a aucun soutien de sa sœur. J'ai raccroché. Ensuite, j'ai appelé les forces de l'ordre. Le visage de Chloé a changé. Camille, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je mets fin à la pièce de théâtre. Quand les policiers sont arrivés, j'ai tout expliqué, les effractions, la chambre, le rapport de police, l'avocat, la fausse demande de bail. Chloé n'arrêtait pas de pleurer jusqu'à ce qu'un agent pose une question simple, « Madame, avez-vous un endroit sur où dormir ce soir ?» Chloé a baissé les yeux. Mes parents ont dit que je pouvais revenir. L'agent a conclu, « Donc vous n'êtes pas à la rue ?» Elle a balbutié, « Non, mais... » L'agent a repris, « Et vous êtes venu ici quand même. » Le couloir est devenu silencieux. Le policier l'a prévenu que si elle revenait sans ma permission, elle pourrait recevoir un avertissement pour violation de domicile. Madame Mercier a arrêté de me foudroyer du regard. Ça aurait dû s'arrêter là. Ça n'a pas été le cas. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée. Mes parents me poursuivaient en justice pour enrichissement sans cause et rupture de contrat verbal. Ils prétendaient que j'avais promis d'héberger Chloé et Juliette, qu'ils avaient dépensé de l'argent pour préparer la chambre à cause de cette promesse, et que je leur devais 45 000 € pour les meubles, la peinture, le préjudice moral et la perte de salaire de Chloé. Antoine a encore ri quand je lui ai apporté les documents. Puis il a arrêté de rire et a dit, on dépose une demande reconventionnelle, contre plainte. La même semaine, Thomas m'a appelé. L'ex-petit ami de Chloé, le père de Juliette, l'homme dont tout le monde affirmait qu'il avait disparu. Il n'avait pas disparu. Ils m'ont bloqué, m'a-t-il dit lorsque nous nous sommes retrouvés pour prendre un café. J'ai proposé de prendre un appartement avec Chloé. Elle a dit qu'elle avait de meilleures dispositions. Elle a dit que tout était déjà prêt chez toi. Il m'a montré des captures d'écran remontant à plusieurs mois. Chloé discutant du plan. Maman lui conseillant de rester très émotive pour que je ne puisse pas dire non. Papa suggérant de rendre l'arrangement public avant que je ne puisse reculer. Thomas avait l'air épuisé. Je ne veux pas lui enlever Juliette, a-t-il dit. Mais je veux mes droits et je veux que ma fille grandisse dans la réalité. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti le sol se raffermir sous mes pieds. Je lui ai donné le numéro d'Antoine, et c'est à ce moment-là que ma famille a réalisé qu'ils ne m'avaient pas seulement poussé à bout. Ils avaient laissé des preuves partout. La plainte déposée par mes parents était ridicule, mais les choses ridicules peuvent quand même coûter de l'argent, du temps, du sommeil et de la santé mentale. Antoine m'a expliqué que leur dossier était faible. Il n'y avait aucun accord écrit. Il y avait des messages où je disais clairement non. Il y avait des rapports de police, des photos, des relevés d'annulation de livraison et la déclaration de mon propriétaire confirmant que mes parents avaient essayé d'ajouter Chloé sur mon bail sans mon consentement. Malgré tout, il m'a prévenu que les gens comme mes parents n'attaquaient souvent pas pour gagner, mais pour punir. Alors nous avons répliqué avec tout notre arsenal. Effraction, vandalisme, harcèlement, diffamation, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, frais d'avocat, frais de sécurité, coût de la remise en état de mon bureau, coût du remplacement de mon matériel endommagé. Et le coût d'avoir été forcé de défendre mon propre domicile contre des personnes qui continuaient d'appeler leur effraction une preuve d'amour. Notre réclamation financière dépassait la leur. C'est à ce moment-là que le silence a enfin commencé. Plus d'appels tard le soir. Plus de messages de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Plus de posts larmoyants de maman sur la loyauté familiale. Plus de photos de Chloé m'identifiant avec Juliette, accompagnées de légendes sur les femmes fortes ayant besoin de soutien. Pour la première fois depuis des mois, le calme dans mon appartement ne ressemblait pas à une trêve avant le prochain impact. La demande de garde de Thomas a avancé rapidement. Il avait des preuves, lui aussi. Des captures d'écran, des textos, la preuve qu'il avait demandé à s'impliquer et que Chloé avait refusé parce que, comme le disait un message, chez Camille sera plus facile.
Il y avait quelque chose de nauséabond à voir mon prénom utilisé comme un lieu, pas comme une personne. Chez Camille, pas la maison de Camille, pas la vie de Camille, juste une ressource. Lors de l'audience, Chloé a pleuré. Maman a pleuré. Papa avait l'air furieux. Thomas est resté calme. Il a dit qu'il voulait être le père de Juliette, pas un simple visiteur qu'on invitait uniquement quand ça arrangeait. Il a dit qu'il avait un logement stable, un emploi régulier, et une chambre d'enfant déjà prête dans son appartement. Une vraie chambre, dans un endroit où la personne qui en était responsable avait réellement donné son accord. Le juge n'a pas du tout été impressionné par la version des faits de ma famille. Chloé a obtenu la garde principale, mais Thomas a reçu l'autorité parentale conjointe et un droit de visite et d'hébergement régulier. Le juge a averti Chloé que le bloquer à nouveau entraînerait de graves conséquences. Il a également fait une remarque sur l'instabilité créée par ce fantasme immobilier, ajoutant qu'un nouveau-né a besoin d'adultes qui prennent des décisions réalistes, pas de plans émotionnels basés sur la pression. Maman avait l'air de quelqu'un qu'on venait de gifler avec la vérité en public. La plainte de mes parents contre moi a été catégoriquement rejetée sur le fond. Antoine m'a appelé de son bureau et m'a lu une partie du jugement, incapable de cacher la satisfaction dans sa voix. Le juge avait utilisé les mots mauvaise foi. Il a également condamné mes parents à payer mes frais d'avocat liés à cette affaire. Ma demande reconventionnelle n'est pas allée jusqu'au procès. Ils ont accepté un accord à l'amiable de 30 000 €, assez pour couvrir les réparations, la sécurité, les biens endommagés et les frais de justice qu'ils avaient imposés dans ma vie. Ils ont également accepté des ordonnances d'éloignement de 2 ans, leur interdisant d'approcher à moins de 150 mètres de moi, de mon domicile ou de mon lieu de travail. Aucun contact via des proches. Aucun message via des amis, pas de visite surprise, pas de clés, pas de représentations accidentelles dans les couloirs. Quand j'ai signé les papiers, je pensais que je me sentirais victorieuse. Au lieu de ça, je me suis sentie fatiguée. La liberté, ai-je appris, n'arrive pas toujours comme un feu d'artifice. Parfois, elle arrive comme la première vraie nuit de sommeil complète après des mois à s'attendre à ce que quelqu'un défonce à nouveau votre porte. Une fois la tempête judiciaire retombée, les secrets de famille ont commencé à éclater au grand jour. Tante Sylvie m'a appelé un soir et s'est excusée. Elle a admis qu'elle avait d'abord cru maman parce que Françoise savait pleurer d'une manière qui rendait tout doute cruel. Puis elle m'a raconté que maman avait un jour essayé de la forcer à organiser la fête de fiançailles de Chloé, pour un autre petit ami, en envoyant les invitations avant même de lui demander. Oncle Christian m'a dit que papa avait voulu lui emprunter sa camionnette pendant 6 mois sous prétexte que les temps étaient durs, et l'avait traité d'égoïste quand il avait refusé. Ma cousine Céline m'a dit que ma mère avait porté son mari volontaire pour cuisiner lors d'un événement familial, puis avait joué la femme blessée quand ils avaient refusé. Il s'est avéré que je n'étais pas la première limite personnelle qu'ils avaient essayé d'effacer. J'étais juste la première personne qui avait appelé la police. Le réveillon de Noël a apparemment été un désastre. Seules 3 personnes sont allées chez mes parents. Chloé a fini par déménager avec Juliette chez notre grand-mère dans une autre région, parce que mamie ne tolérait pas les comédies, les excuses, ni les gens qui confondaient l'impuissance avec de la stratégie. Aux dernières nouvelles, Chloé travaillait à plein temps. Thomas voyait Juliette régulièrement, et les meubles de bébé qui étaient censés me voler mon bureau étaient maintenant dans l'appartement de Thomas. Il m'a envoyé une photo. Juliette endormie sous le mobile éléphant, paisible et en sécurité, dans une chambre qui lui appartenait. J'ai fixé cette photo plus longtemps que je ne l'aurais cru. Elle était vraiment magnifique, et elle méritait mieux que ce que nous lui avions tous offert au début. Quant à moi, j'ai commencé une thérapie. Je pensais que j'allais parler des effractions et du procès, mais la thérapie a le don d'ouvrir d'anciennes portes. J'ai parlé du fait d'être la fille fiable, celle qui s'adapte, celle qui n'a pas besoin d'autant d'attention, celle de qui on attendait qu'elle cède sa place parce que quelqu'un d'autre pleurait plus fort. Mon thérapeute a appelé cela du conditionnement émotionnel. Moi, j'appelle ça avoir enfin les mots pour décrire la cage. J'ai reconstruit mon bureau lentement. La peinture vermante a disparu en premier, puis les marques du berceau sur le sol, puis les étagères. J'ai acheté un nouveau bureau, meilleur que l'ancien. J'ai remis au mur la photo du jour où j'ai signé chez le notaire, mais à côté, j'en ai ajouté une autre prise après que tout ça se soit terminé. Moi, assise au même bureau, ordinateur portable ouvert, café à côté de moi, la lumière du soleil sur le sol, souriant comme quelqu'un qui a survécu à la réécriture de sa propre vie par d'autres, et qui a décidé de reprendre le stylo.
J'ai aussi commencé à sortir avec Maxime. Il est patient, drôle, et c'est le genre d'homme qui ne traite pas les limites personnelles comme des portes verrouillées qu'il aurait besoin de crocheter. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai raconté toute l'histoire, m'attendant au choc habituel, peut-être de la pitié. Au lieu de ça, il a dit, tant mieux. Tu as protégé ton foyer. C'est très attirant. J'ai ri parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre manuscrite de Chloé. Pas d'adresse d'expéditeur, mais le cachet de la poste venait de la ville de grand-mère. C'était la première véritable excuse que je recevais d'elle. Elle a avoué qu'elle avait voulu que je devienne le 2e parent de Juliette parce qu'elle était terrifiée. Elle a admis que papa et maman l'avaient encouragée dans ce fantasme parce que c'était plus facile que de l'aider à construire un vrai plan. Elle a écrit, « Je pensais que si nous rendions cela public, tu serais obligé de dire oui. » Je comprends maintenant à quel point c'était mal. Je n'ai pas encore répondu. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être pas. Le pardon, dit mon thérapeute, n'est pas synonyme d'accès à votre vie. Françoise et Bernard n'ont rien dit, sauf par l'intermédiaire de leurs avocats. La famille dit qu'ils racontent encore leur version à quiconque veut bien l'entendre, mais de moins en moins de gens écoutent. Les conséquences ont le don de rendre les vieilles pièces de théâtre moins convaincantes. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais cédé. Si je les avais laissés prendre la pièce, si Chloé avait emménagé avec Juliette. Si j'étais devenue la tante non payée, la mère à temps partiel, le paillasson à plein temps pour lequel il m'avait déjà attribué le rôle. Puis je regarde autour de mon appartement, mon salon silencieux, ma porte verrouillée, mon bureau exactement à sa place. Des amis qui dorment dans la chambre d'amis parce que c'est redevenu une chambre d'amis. Mes appels professionnels ininterrompus. Mes matins paisibles. Mon nom sur le bail. Ma vie entre ces murs. Personne n'a le droit de se l'approprier sans permission. Et je connais la vérité. Il n'y aurait jamais eu de paix si j'avais capitulé. Seulement encore plus de capitulation. Ma famille a annoncé que ma chambre d'amis allait devenir une chambre d'enfant parce qu'ils croyaient que ma vie était négociable. Ils sont entrés par effraction, ont repeint les murs, déplacé les meubles, menti à nos proches, mis en scène des drames, et m'ont traîné devant les tribunaux parce que j'ai dit non. Mais le non a été le mot qui m'a sauvé. C'était Camille B. Dubois, qui vous écrit depuis son bureau paisible et définitivement sans berceau.